Bienvenue à vous tous qui êtes si nombreux et si fidèles. Bibliothèque Médicis vous offre un document très fort, Nelson Mandela par lui-même. En ce moment, l'Afrique du Sud et tout le continent africain le veillent et j'ai envie de dire le protègent. Mandela est en effet un phare de l'humanité. Quand je l'ai rencontré, il venait de quitter la prison de Robben Island où il avait passé 27 années. Avec Mandela, vous verrez que c'est peut-être une leçon actuelle et utile de sagesse, de gouvernance, d'ouverture aux autres, partant de crise et de révolution. C'est, me semble-t-il, intéressant. Auparavant, Bibliothèque Médicis vous invite à un voyage en Asie pour mieux comprendre cette partie du monde diverse, certes, culturellement diverse, économiquement effervescente et politiquement fascinante. L'Asie étrange fait aussi naître des peurs. En 30 ans, la Chine a considérablement évolué, a complètement changé. Et vous, Caroline Puel, vous le savez puisque vous vivez en Chine. Absolument. Depuis Depuis en fait 1984, donc je rentre dans la 28e année. Donc vous avez vu cette évolution progressive. Absolument. C'est vraiment un autre pays en fait, pratiquement, que celui que l'on a pu connaître à l'époque, qui était encore une Chine très communiste, très ralentie, où tout le monde était habillé à l'identique, avec des costumes Mao, tout le monde roulait à vélo. Enfin, ceux qui en avaient, puisque ça, c'était l'image il y a 28 ans, quand vous êtes arrivé. Aujourd'hui, la dernière image, quand vous êtes parti il y a peut-être quelques jours. Voilà, c'était l'effervescence du Nouvel An chinois et tous les bobos chinois, et pas uniquement les bobos, la nouvelle classe moyenne qui partait en vacances pour retourner donc fêter le Nouvel An chinois et en famille. Vacances à l'intérieur de la Chine. Et pas uniquement. Et également beaucoup aller faire du tourisme en Europe, en Asie du Sud-Est et dans la région. Et avec combien d'autoroutes urbaines à Pékin, par exemple? On est en train de commencer le 7e périphérique. Alors que quand je suis arrivée à Pékin, en 1984, c'était le 2e périphérique qui était inauguré et qui était construit sur les pourtours de l'ancienne muraille de Pékin. Alors vous racontez son histoire de la Chine et les étapes de sa transformation dans votre livre très intéressant, publié chez Buchet-Chastel. Nous sommes à un moment décisif, le moment où... pour la Chine et pour ses rapports avec les Occidentaux, quelque chose est en train de se passer dans notre connaissance et notre compréhension de ce qu'elle est. Les Chinois devront apprendre, et vous le dites, à être, à la fin, en conclusion, moins arrogants et nous, un peu moins prétentieux. C'est précisément l'avertissement de mon ami Eric Israelevich. Vous publiez chez Grasset le 2e livre, au moins, sur la Chine, L'arrogance chinoise. L'arrogance, pourquoi ? En fait, effectivement, j'avais fait un livre il y a 6 ans qui s'appelait « Quand la Chine change le monde ». Et puis, depuis 6 ans, j'ai essayé de voir ce qui avait changé. Et ce qui m'a frappé, c'est que, au cours, je dirais, des 30 dernières années, la Chine, elle jouait modeste. Elle essayait de comprendre comment les autres faisaient pour s'en inspirer. Elle était finalement plutôt sympathique. Et ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est sur les 2-3 dernières années. Elle était sympathique, pourquoi? Parce qu'elle n'était pas encore une puissance. Voilà, elle n'était pas encore. Non, elle n'était pas encore arrogante, parce que depuis 2-3 ans, si vous voulez, on a le sentiment que le climat a changé un peu. Et on peut le comprendre. Les Chinois, enfin, c'est ce que disait Caroline, les Chinois ont fait une performance économique, c'est stupéfiant. Je veux dire, vous voyez, chez nous, c'est la crise, c'est la dette, c'est le chômage, c'est la stagnation. Mais en Chine, la crise connaît pas. En Chine, ils ont continué. 10% de croissance depuis des années avec l'envie de freiner la surchauffe. Mais est-ce que l'arrogance, parce qu'on le voit à travers votre livre, l'arrogance n'est pas l'addition de nos erreurs, de nos faiblesses, de nos peurs et peut-être aussi des leurs? Bien sûr, bien sûr. Il dit, si vous voulez, écoutez, vous étiez nos maîtres, vous nous expliquez comment il fallait faire, mais regardez toutes les erreurs que vous faites, regardez votre société déliquescente, etc. Chez nous, tout le monde en veut, tout le monde est dynamique. Donc, je dirais qu'on peut comprendre cette assurance, cette confiance qu'ils ont acquis, mais elle prend parfois des formes d'arrogance, un peu d'agressivité à notre égard. C'est l'élément nouveau. On va voir tout à l'heure comment. Et j'aime bien ce que vous rappelez, quand Paul Claudel était ambassadeur à Pékin et qu'on lui demandait ce qu'il pensait des Chinois, il répondait... je ne les connais pas tous. Vous ne les connaissez pas tous, Jérôme Monod, mais vous en connaissez pas mal de Chinois. Vous avez fait combien de voyages en Chine? J'ai fait une quinzaine de voyages. Ouais. Une quinzaine de voyages et dans toutes les régions. Parce que mes occupations, mon métier me conduisait à aller sur place dans les régions, dans les villes, dans les municipalités, dans les campagnes,
les moyens, les instruments de leur développement. Dans le domaine des industries de l'environnement, que ce soit des barrages, que ce soit des grands barrages même, ou que ce soit... L'assainissement de leur ville aussi. Oui, l'assainissement de leur ville, tout ce qui concerne l'environnement et l'eau en particulier, qui est un vrai problème en Chine. Et j'ai assisté au début des travaux du grand barrage des Trois Gorges. Des Trois Gorges, et d'autre part au projet de transfert de l'eau par canal et par énorme canalisation du sud vers le nord. Dans tout ce que Caroline Puel, qui y vit, a vu comme transformation et amélioration dans la vie quotidienne des Chinois. Oui, j'ai vu aussi des détériorations et beaucoup d'inquiétudes. J'étais au premier forum de Boao, qui était un forum, je crois que c'était en 2002, quelque chose comme ça, et j'ai vu un homme tout à fait extraordinaire qui était un fidèle de Deng Xiaoping, avec lequel il avait travaillé, il travaillait d'ailleurs, et c'était le temps où on parlait de l'émergence pacifique de la Chine. Ensuite on a parlé, on a pris des termes plus doux pour éviter d'avoir l'air trop guerrier. Mais il soulignait très très bien les problèmes qui risquaient de se poser sur le plan social, sur le plan d'énormes migrations, sur le plan des insuffisances d'équipements ou autres. Et il y avait une certaine anxiété dans la préparation de l'avenir de la Chine. Il était relativement clair jusque vers 2020, mais la question essentielle... Parce que ce qu'il faut dire, Caroline Puel, c'est quand on arrive et qu'on parle à un Chinois, il évoque tout de suite les années 2020, 2030, 2040, alors que nous nous sommes embrouillés dans la politique. Oui, le prochain trimestre, même la politique de la semaine, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est évidemment une énorme force qu'ont les Chinois aujourd'hui, c'est d'avoir une notion, un rapport au temps qui est très différent, à la fois en avant et en arrière également. Puisque ce qui explique aussi leur volonté de reprendre leur place dans le monde aujourd'hui, pour eux, les 200 ans qui viennent de s'écouler, les 2 siècles pendant lesquels ils ont été un petit peu en dehors des affaires du monde, n'ont pas vraiment participé à la révolution industrielle, c'est une petite parenthèse dans une histoire qu'ils considèrent avoir largement dominée. Alors, vous revenez vous voulez ajouter quelque chose sur la Chine? Oui, je voulais ajouter simplement que après 2020, le vrai problème, c'est de savoir à quoi servira la Chine dans le monde. Est-ce que ça sera une puissance pacifique? C'est la question qu'il se pose ou que nous devons nous poser? C'est la question que nous devons nous poser, mais qu'il se pose sans avoir la solution. Est-ce que ça sera une puissance pacifique, une puissance guerrière? Bon, les gens ne le croient pas. Une puissance hégémonique sur le plan des matières premières, ou une puissance coopérative avec les pays en développement ou autre. Et ça, je crois qu'ils ne le voient pas. Et ils ont une certaine crainte parce que ce problème se pose. Oui, moi, je voulais juste raconter une anecdote pour l'horizon des Chinois. Un industriel me racontait il y a quelques jours, il a été dans une province chinoise, il ne m'a pas dit laquelle, il a rencontré le gouverneur, le patron de la province, et le patron de la province lui a présenté des plans à 100 ans pour la province. Donc, vous voyez, ça montre bien qu'on a des horizons différents. Et ce que je voudrais rebondir sur ce que Jérôme Monod vient de dire, c'est finalement ma thèse, c'est que cette arrogance que l'on constate aujourd'hui, elle est aussi liée à cette angoisse collective du pays à l'égard de l'avenir. Je pense qu'il y a une espèce... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on verra pourquoi. Voilà. On verra pourquoi. Parce que Jérôme Monod est d'abord venu pour nous parler d'un petit livre qui sort après un voyage au Bhoutan, à compte courant du monde. Le Bhoutan, d'abord ça peut nous faire rêver. Si je sais bien, c'était un endroit inconnu, protégé du Tibet. Décrivez le Bhoutan. Mais vous voyez, c'est un petit pays. C'est un pays qui a été très très longtemps enfermé sur lui-même, qui a choisi d'ailleurs de ne pas s'ouvrir sur le monde. Il y a 900 000 habitants, c'est un pays qui est grand comme la Suisse, c'est un pays très montagneux, mais qui a également des surfaces vouées à l'agriculture jusqu'à 2000 mètres, avec des voisins qui sont des voisins qui ont été terribles, que ce soit le Bengale, que ce soit la Chine, que ce soit le Tibet. Non pas que le Tibet ait été agressif vis-à-vis du Bhoutan, c'est la même civilisation, mais le Tibet a été, depuis presque toujours, vassal, sujet ou sous les ordres de la Chine. Tandis que le Bhoutan est resté indépendant, une monarchie. Voilà, quand le Bhoutan a vu que le Dalai Lama, vers la fin du XVIIIe, était convié à Pékin et qu'au bout de 3 jours, il mourait d'une mort mystérieuse, que par ailleurs les bureaux de l'empereur à Lhasa s'étoffaient, que des petits détachements armés s'installaient, il a compris et il a fermé ses frontières. Il les a fermées aussi bien aux Anglais, vers le sud, c'est-à-dire vers le Bengale, que vers la Chine, vers le Népal, et il a suivi son chemin tout seul.
Pourquoi vous y êtes allé? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher au Bhoutan si haut et si loin, avec Françoise, votre épouse? Écoutez, on est allé chercher... Une promenade au Bhoutan? Non, oui, on est allé chercher, on ne savait pas très bien quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur le Bhoutan, et c'est vraiment un pays qui est peu connu. Mais on est allé chercher la raison de cet enfermement, et d'autre part, la possibilité pour un pays qui garde ses traditions, qui veut les garder, de jouer malgré tout, ou d'avoir une présence qui soit une présence universelle, non pas par sa puissance, non pas par ses ambassades extérieures, mais par l'exemplarité, et notamment de son développement. Quand on lit ici ou là un article, et c'est assez rare, sur le Bhoutan, il est célèbre pour un slogan qui ressemble à une plaisanterie, mais qui n'en est pas un, le bonheur national brut. Oui, alors, bonheur national brut, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que ça fait un peu technocratique, mais ça veut dire quelque chose de simple. Le bonheur de la constitution monarchique. Oui, c'est pas tellement la monarchie. Le régime est stable. C'était une dictature, c'était un régime autoritaire, puis c'est devenu un régime constitutionnel. C'est une monarchie qui devient élective, ce qui montre une transformation assez profonde. Il y a eu 5 rois depuis 1907. Oui, oui, c'est ça. On est avec le 5e roi à l'heure actuelle. Mais surtout, c'est un pays qui a pris 4 principes essentiels, 4 principes généraux, qui sont d'une part une gouvernance autoritaire et douce. Autoritaire, c'est-à-dire qui peut organiser les choses, mais très douce. Il n'y a pas de violence, la police, on ne la voit pas, on la voit à peine. La deuxième chose, c'est le pari du développement durable, c'est-à-dire le vrai développement durable. Ils ne se pressent pas, ils ont le temps, ils ne sont pas à la poursuite d'une croissance trop rapide. Et puis, il y a un autre principe qui est la préservation absolue de l'environnement. Il y a 60% du territoire qui est couvert par des forêts, dans les montagnes, mais aussi dans les plaines. Et dans la Constitution, il est inscrit qu'on ne peut pas descendre en dessous de ce pourcentage. C'est-à-dire qu'on préserve intégralement la forêt. On ne peut pas chasser les animaux sauvages, ni pêcher les poissons dans les rivières. Aucun poisson? Aucun poisson. Non, aucun poisson. Alors, on importe les poissons, on achète en Inde, on pêche les poissons juste à la frontière avant qu'ils arrivent soit au Népal, soit au Bengale. Et puis, le dernier point qui est très important, c'est la préservation absolue de la culture, ce qui ne veut pas dire l'ossification de ce pays, de ce petit pays. On voit par son évolution politique qu'il peut évoluer, on voit par ses développements dans le domaine de l'éducation, de la santé, dans le domaine les domaines qui sont liés à la société, oui, on voit qu'il peut bouger. C'est possible sur un territoire comptant 900 000 habitants, tout petit. Oui, c'est possible. Au moins au nombre de sa population. Oui, mais dites-vous bien qu'il est quand même à côté de pays qui étaient des pays assez dramatiques. Le Tibet a une histoire très très agitée. La Chine est derrière. D'ailleurs, ils ont une longue frontière avec la Chine. Le Bengale a souhaité pouvoir annexer au nom de l'Inde le Bhoutan. Et par conséquent, ils ont été aidés par la nature, qui est très difficile, très montagneuse. Ils ont été aidés par la nature pour se protéger. C'est donc quelque chose d'assez extraordinaire et c'est ça que nous voulions voir après avoir vu d'autres continents, indiens ou chinois. Alors il paraît qu'il faut payer très cher pour y entrer. Non, il ne faut pas payer très cher. Ils ont une politique très simple de tourisme. Il faut payer je crois que maintenant c'est $250 par jour et par personne, mais à la frontière, on trouve le 4x4, le guide, le chauffeur, et on ne paye plus rien pour le... Comme au club méditerranéen. Oui. Non, il n'y a même pas de coquillage. Ni coquillage, ni boule. Il n'y a pas de boulier. Non, puis c'est un pays frugal. Hein. Le club méditerranéen, c'est pas ça. C'est un pays très frugal, c'est un pays de méditation, c'est un pays tranquille. Donc on a un visa royal. On paye et on paye le droit d'entrée et on paye la durée du séjour chaque jour, sans compter les autres. Voilà. Et quel itinéraire vous avez suivi à l'intérieur? Ça, à ce moment-là, c'est libre comme déplacement? Oui, c'est tout à fait libre, puisqu'on peut choisir ses itinéraires. On a son chauffeur et son guide, et on peut aller de monastère-forteresse en monastère-forteresse, puisque c'est l'ossature de ce pays. C'est un pays très, très religieux, où il y a beaucoup de moines, il y a même des nonnes, et c'est surtout un pays où il y a beaucoup de lieux de méditation de la population. C'est pas encore les ashrams. On est au XXIe siècle, vous donnez l'impression que tout paraît immobile, avec un zeste de modernité, mais rien ne semble bouger, d'après lui. Ils bougent à la fois par leur développement et leur croissance, doucement, et ils veulent limiter le progrès, ou en tout cas le limiter à l'essentiel pour ne pas, si je puis dire, plonger brusquement dans un bain bouillonnant
une population qui reste conservatrice et montagnarde. Quand ils ferment, quand il faut payer très cher la journée et le droit d'entrée, c'est qu'ils n'ont pas envie d'avoir les hippies comme dans d'autres régions, au Népal ou ailleurs. Oui, c'est beaucoup moins cher qu'à Bali ou... Est-ce que, Caroline, vous connaissez le Non, Bhoutan? malheureusement, je ne connais pas le Bhoutan. Moi, je connais donc l'autre côté de la frontière, le Tibet, et toutes les zones montagneuses chinoises qui font partie de ce massif de l'Himalaya. Et il y a aussi, évidemment, puisque, comme vous le rappeliez, le Bhoutan et le Tibet font partie de la même civilisation. Donc on retrouve des points communs chez les populations locales et des préoccupations communes, notamment cette volonté de protection de l'environnement. Mais par contre, je pense que je vais y aller rapidement, après vous avoir écouté. Ce que vous avez dit. Le premier Européen, c'était un négociant en thé que vous citez, Samuel Turner. Vous citez son texte. Un capitaine de l'armée. Il allait ailleurs, au Ladakh? Non, il allait au nom de sa compagnie des Indes orientales, la compagnie des Indes orientales. Et c'est là que la mondialisation se fait sentir dans toutes les époques. Il allait avec pour mission de pénétrer au Tibet, à Lhasa, et d'établir avec les lamas et avec le chef spirituel du Tibet des relations avec la Chine pour pouvoir commercer. Donc c'était pour commercer. Mais en même temps, c'était un aventurier et un explorateur. Et il raconte que pour aller à Lhasa, il y avait une seule route, c'était c'était la voie qui passait par le Bhoutan. Et donc il ne savait pas ce que c'était, et il a compris rapidement. C'était à la fois très dur, très pénible, qu'il fallait négocier avec chaque chef de monastère, forteresse, le passage, le négocier de toutes les façons. Il est arrivé à Lhasa, il voulait voir le Dalai Lama, mais le Dalai Lama venait de partir pour Pékin, contre son gré. Il est mort au bout de 3 jours, on ne sait pas très bien pourquoi. Alors toutes les explications sont possibles depuis le... Quelle est la principale richesse aujourd'hui du Bhoutan? L'agriculture et l'énergie hydraulique. Ils vendent de l'énergie hydraulique, c'est-à-dire l'électricité, à l'Inde et aux pays voisins. Et ça leur donne des recettes assez appréciables. Et puis ils ont une agriculture qu'ils exportent, des asperges, les poires, les pommes, tout ce qu'on peut... Les Bhoutanais et les Bhoutanaises, si c'est comme ça qu'on dit, et qu'on les appelle, comment vivent-ils? Est-ce qu'ils sont comme au Ladakh, les femmes pratiquent la polyandrie? Comment on vit? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Est-ce qu'on boit ce thé infâme avec du beurre salé qui vient du yak? Non, on boit du beurre salé dans le thé, oui, on en boit. C'est d'ailleurs tout à fait buvable et absorbable. Mais je crois que non, il y a eu une révolution en sens qu'ils ont supprimé... Vers les années 35-40, ils ont supprimé l'esclavage. Ils ont complètement affranchi la femme de ses servitudes juridiques ou autres. Je ne sais pas s'il y a encore de la polyandrie ou pas, mais enfin, en principe et normalement, l'idée c'est de vivre de façon tout à fait individuelle et un peu à l'occidentale. Ils ont la réputation de boire beaucoup d'alcool. Vous dites non, ce ne sont pas des alcooliques. Non, moi je n'ai pas constaté dans les pérégrinations d'alcooliques. Mais ils boivent de l'alcool, oui, parce qu'il fait très froid. Or, quand ils vous parlaient de la France, ils savaient ce qu'était la France? Oui, ils savaient ce que c'était la France. Mais ils ne cherchent pas trop à savoir. Ni la France, ni l'Europe. Mais la France, ils ont une ambassade en Suisse. Jérôme Monod. Ils ont une ambassade en Suisse, ils ont une représentation à Bruxelles, je crois. Ils sont aux Nations Unies, ils ont un siège aux Nations Unies. Donc ils veulent savoir, se tenir au courant. Et il y a une élite qui est formée le plus souvent à Oxford, d'ailleurs, ou dans des universités anglaises, qui est quand même une élite très bien formée. Et donc, voilà. Alors, si on peut pousser effectivement l'image de la France, une certaine image de la France, la bonne image de la France là-bas, c'est très bien. Et quelle est-elle? C'est l'image d'une croissance qui n'est pas une croissance fondée exclusivement sur la productivité et sur l'argent. Parce que il y a des pays, notamment les pays occidentaux, pour lesquels les valeurs sont les monnaies. La valeur argent, au sens possibilité de servir la collectivité, puisque c'est ça, la définition du bonheur national brut, le bonheur de la population avant le bonheur individuel et avant l'enrichissement personnel. Donc cela, on peut peut-être rapporter. Et c'est à travers Jérôme Monod le message du Bhoutan à l'Europe. Oui, absolument. D'une certaine façon. Absolument.
Alors la Chine, jamais dans l'histoire de l'humanité, dites-vous Caroline, un aussi grand pays, plus étendu que l'Europe des 27 et le plus peuplé du monde, n'avait connu de telles transformations en 30 ans. Et j'ai envie de dire, puisque vous l'avez laissé entendre, que ce chambardement, vous l'avez vécu de près. Est-ce qu'on peut voir quelques grandes étapes? Par exemple, d'abord, le livre, je pense qu'il est indispensable pour ceux qui veulent un peu comprendre la Chine d'aujourd'hui, et à partir de toute son histoire, ses fondements historiques et culturels. 5000 ans avant notre ère, la Chine connaissait des périodes de rayonnement. Les 30 ans qui ont changé la Chine, c'est l'arrivée de Deng Xiaoping, oui, après la révolution culturelle. Tout à fait. Non, en fait, c'est pour ça que, ma volonté était de faire un livre assez pédagogique, plutôt pour le grand public, pour répondre un peu à la question qui m'est régulièrement posée par les voyageurs, les étudiants qui arrivent en Chine, qui à la fois sont surpris quand même de voir l'état du développement chinois, ne pensaient pas que c'était allé aussi vite, et essaient de comprendre ce qui a pu se passer. Donc, dans cette idée pédagogique, j'ai commencé par rappeler dans une très longue introduction ce que les Chinois avaient retenu de leur propre histoire, et également les grands passages qu'on ne connaît pas forcément chez nous occidentaux, de ce qu'ils ont gardé en mémoire du XIXe siècle. Donc cette fameuse attaque finalement de l'Empire chinois par à l'époque les impérialistes européens et occidentaux, les fameuses guerres de l'opium, les concessions, qui ont été vraiment vécues comme une humiliation par les Chinois. Dont ils ont encore le souvenir. Voilà, oui, ils en ont énormément le souvenir parce que la propagande actuelle continue à activer ce souvenir. Alors que chez nous, finalement, c'est pratiquement absent des manuels d'histoire. Beaucoup de Français ignorent l'histoire du sac du Palais d'été, par exemple. Est-ce qu'on leur raconte que la Chine est devenue communiste en octobre 1949 et que ce passage, comme le rappelle Jacques Guillermas, que vous avez dû connaître, qui est un grand expert militaire et que j'ai eu la chance de rencontrer, il a rappelé que de 1949 à 1952, il y a eu près de entre 5 millions et 6 ou 7 millions de Chinois qui ont été exécutés dans le passage révolutionnaire. Oui, tout à fait. Oh, puis ça ne s'est pas arrêté là, oui, puisqu'en fait, c'est ce que je rappelle également, c'est ensuite cette période très trouble du XXe siècle, à partir de la révolution chinoise de 1911, dont on célèbre cette année le centenaire, et ensuite, effectivement, les 30 premières années de régime communiste, qui sont pour moi vraiment des années qui se poursuivent sur un mode révolutionnaire, oui, jusqu'à la mort de Mao. Avec des erreurs de Mao. Le grand bond en avant, vous rappelez que c'est entre 14 et 30 millions de morts. Voilà. Et il n'y a malheureusement aucune... Chinois par les Chinois. Voilà. Il n'y a aucune statistique officielle. Il y a eu des recensements qui ont essayé d'être faits par des experts occidentaux. Et effectivement, sur la durée donc, de ces 30 années, c'est à peu près le chiffre de 60 millions. Les règlements de compte au moment de la révolution culturelle. Également, qui est né vers 65-66 à Shanghai et qui a duré plusieurs années. Qui a duré 10 ans. 10 ans. De 66 à 76. Voilà, des morts, des dégâts, même si les fils de ceux qui ont participé à la révolution culturelle sont souvent des diplomates ou aujourd'hui des hommes d'affaires. Hein, c'est ça? Absolument. Et puis il y a eu des règlements de compte, je le disais, des grands de la Chine, et même qui avaient parfois participé à la longue marche avec Mao Tse-tung, Peng Shen, qui a été le maire de Pékin, liquidé, Liu Shaoxi, humilié, liquidé, Lin Piao, zigouillé après avoir tenté, si j'ai bien compris, un coup d'État contre Mao. Et puis la bande des quatre avec Madame Mao Tse-tung. Vous connaissez toute cette histoire, vous les avez peut-être vues en allant en Chine, surtout la bande des quatre, à un moment donné, et avant le procès de Madame... Et si on en parle, c'est que Deng Xiaoping est lui-même une victime de la révolution culturelle. Voilà, et pas uniquement de la révolution. En fait, il a été purgé 3 fois. Purgé, c'est le terme utilisé dans le vocabulaire communiste chinois. C'est-à-dire à la campagne. Oui. À la dure. Alors pas forcément à la dure. En fait, pour lui, ça a été éloigné du pouvoir central. Mais ses enfants l'ont vécu plus durement, puisque un de ses fils a même été défenestré et est resté paraplégique pendant la révolution culturelle. Mais il m'a paru important de rappeler tout ça pour que l'on comprenne dans quel état psychologique étaient les Chinois au moment où Deng Xiaoping donc, prend le pouvoir après la mort de Mao, après une période de bataille avec Roi Kofeng, et décide donc de lancer les grandes réformes.
Et puis ensuite, donc, ces 30 années, lorsqu'il a fallu que je les organise un peu, donc toujours dans ce souci pédagogique, je me suis aperçue qu'on pouvait vraiment les répartir pratiquement en 3 décennies. Et que donc la première que j'ai appelée les années dingues, donc en français, en DENG, en écrit, mais à l'oral on peut comprendre ça autrement, qui démarre donc en 1980 avec le lancement des véritables réformes et vraiment la prise de pouvoir par Deng Xiaoping. Qu'est-ce qui a marqué dès l'arrivée de ce petit bonhomme que j'ai vu avec des sandales et des soquettes blanches qui passaient inaperçues et qui allaient transformer d'abord la Chine et le monde? Oui. Je pense que c'était une vision. Les Chinois ont eu la chance, pas tout le temps, puisqu'il y a eu cette terrible répression de Tiananmen, malgré tout, que je rappelle aussi dans le livre, sous Deng Xiaoping, et ordonnée par Deng Xiaoping. Mais ils ont quand même eu la chance d'avoir un petit peu le dernier empereur visionnaire qui a réussi à avoir une prospective pour la Chine. Tout à l'heure, on parlait du rapport au temps qu'avait la Chine. Deng l'avait très certainement, puisqu'il avait déjà préétabli une sorte de calendrier sur ses réformes, y compris la fameuse réforme politique, puisqu'il a parlé de la démocratie pour la Chine pour le centenaire du régime communiste. Donc ça nous amène à 2049. Et il a procédé à la démaoïsation du pays. La démaoïsation. Même si on l'a laissé dans son mausolée. Voilà. Donc ça, c'était la première période. Et puis donc, il y a eu cette terrible répression de Tiananmen, qui était en fait l'aboutissement de luttes de pouvoir entre conservateurs et réformistes. Et il n'y avait pas l'influence de la perestroïka, de Gorbatchev? Elle a beaucoup joué. Elle a beaucoup joué sur les milieux intellectuels et étudiants à l'époque. Et cette première période d'ouverture de la Chine a été vraiment passionnante à l'époque, puisque c'était une période vraiment de mouvement des idées. La notion d'argent n'était pas encore arrivée. Donc c'était les tout débuts de l'ouverture sur l'Occident. Un Occident qui était complètement idéalisé à l'époque par les jeunes Chinois, puisqu'ils n'en voyaient qu'un petit bout. Et puis c'était une période, on était au moment de la fin de la guerre froide, donc c'était extrêmement intéressant. Et puis il y a donc eu ces événements de Tiananmen qui arrivent vraiment comme un traumatisme fondamental pour toute cette génération qui avait cru à l'ouverture. Et ce qui frappe, c'est que ça n'atteint pas l'image et la stature morale de Deng Xiaoping. Ça l'atteint quand même. Ça l'atteint quand même parce que un an après le fameux massacre du mois de juin, il y a encore eu des tentatives de manifestation dans les universités qui pourtant étaient extrêmement reclus et surveillés. Et dans un espèce de symbole très dérisoire, les étudiants ont jeté par la fenêtre des petites bouteilles. Or, en chinois, petite bouteille peut correspondre à Xiaoping, c'est-à-dire le prénom de Deng Xiaoping. C'était finalement le seul moyen qu'ils ont trouvé pour exprimer leur regret, quelque part, après cette ère d'ouverture. Jérôme Monod, comme Eric Israelevich, vous avez vu à différents moments cette Chine bouger sous l'inspiration de Deng Xiaoping avec tous les résultats. Moi, ce à quoi j'ai assisté, c'est l'arrivée de Deng Xiaoping sur la côte sud, quand il a lancé les centres d'industrialisation, de modernisation dans des zones spéciales. Ça a été absolument décisif parce qu'il a eu la sagesse de ne pas faire une politique globale pour la Chine, ce qui était impossible, mais de prendre un certain nombre de points qui seraient significatifs et qui montreraient que la Chine peut être aussi bonne dans les négociations. Et dans ça a été aussi une ouverture pour les industriels français, les entrepreneurs français et européens. Absolument, notamment pour le nucléaire, pour d'autres. Oui, ben moi, juste une anecdote qui est à l'origine de mon intérêt pour la Chine, c'est que la première fois que j'y suis allé, c'est plus récemment, c'était en 90, c'est-à-dire un an après 89, et j'y suis allé avec une délégation de chefs d'entreprise français. Et on était à Shanghai, et le maire de Shanghai nous avait reçus très protocolairement, et puis ensuite, il avait dit, voilà, on va vous montrer nos projets, et on est allé de l'autre côté de la rivière, et de l'autre côté de la rivière, il y avait un terrain vague, mais un vrai terrain vague. Il y avait de la boue, enfin, etc. Et le maire nous a dit, voilà, ici, nous allons construire Pudong. Ah oui, oui. C'est que ça n'existait pas il y a 20 ans. Il n'y avait rien. C'était des marécages. Et il nous montre des maquettes. Et les maquettes, si vous voulez, c'était une grande maquette comme cette table. Et ça représentait New York. Et ça, c'était Pudong 2005. Et puis vous aviez Pudong 2015. C'était 3 fois New York ou 10 fois New York. Et les chefs d'entreprise français qui étaient là, qui sont, comme vous le savez, des
gens raisonnables, m'avaient dit, moi jeune journaliste, écoutez, ça ne verra jamais le jour, ça c'est des projets mégalos, oubliez tout ça. Et en fait, depuis, j'y suis allé tous les 6 mois, tous les 3 mois, et je veux dire, 6 mois plus tard, ils avaient déjà construit les tunnels et les ponts qui permettaient d'aller de l'autre côté, et aujourd'hui, vous avez vu, il y a des tours, il y a, enfin, c'est Manhattan. Et les architectes ont été souvent des architectes français. Il y a beaucoup d'architectes, notamment à Shanghai. Les entreprises françaises. Oui, oui. Donc, les entreprises. C'est spectaculaire. Et à avec chaque la fois que grande j'y vais, avenue qui doit être beaucoup plus large que les Champs-Élysées. Voilà. Et qui n'existait pas à Pudong. Et puis ce train surélevé. Oui, Hein? Oui, ça c'est la technologie allemande en fait, le train magnétique, oui, tout à fait. Oui, oui. Et comment, en si peu de temps, on a vu apparaître des fortunes, des gratte-ciels, des voitures de luxe? Parce qu'en fait, donc, Deng, qui était vieillissant, constatant que finalement son pays était entré dans une sorte de dépression collective à l'issue de cette répression, a voulu relancer le train des réformes avant de quitter la scène politique. Et c'est pour ça qu'en 1992, c'est lui qui reprend un petit peu son bâton de pèlerin, qui va faire une grande tournée dans le sud de la Chine et qui relance les réformes, mais qui propose une sorte de pacte social en disant on vous ouvre les portes de l'économie, enrichissez-vous, mais vous ne touchez plus à la politique. Et finalement, le pays était dans un tel état de traumatisme qu'il était prêt à accepter cette unique voie de sortie qui lui était proposée. Et depuis, à ce moment-là, on voit des couleurs, un développement, des magasins, les gens qui ne s'habillent plus comme vous les avez vus et nous les avons vus. C'était un énorme, Pékin, comme le disait Caroline, c'était un énorme embouteillage de vélos. Maintenant, c'est un énorme embouteillage de voitures. C'est insupportable. Puis il y a eu 2 étapes avec la préparation des Jeux Olympiques de 2008. Voilà, il y a eu ces années... Et l'exposition universelle de 2010. Exactement. Il y a eu ces années 90 qui ont été vraiment celles du grand bouleversement de la société. Et puis les années 2000 qui sont celles vraiment que j'ai appelées de la renaissance de l'Empire, avec quelques étapes clés. 2001, l'entrée dans la mondialisation, avec notamment l'entrée dans l'OMC. Qui lui a fait du bien, la mondialisation. Qui lui a fait du bien, qui a précipité les choses d'une certaine manière. Et les Chinois étaient certainement beaucoup plus préparés à la mondialisation que nous-mêmes. Donc ils l'ont joué d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus radicale que nous. Et puis cette crise économique de 2008 à aujourd'hui, qui de mon point de vue a joué vraiment un rôle de catalyseur, d'accélérateur d'histoire absolument fondamental. Puisque les Chinois, à leur avantage aussi. À leur avantage aussi, parce qu'ils ont su jouer très habilement. Finalement, ils n'avaient pas tant de cartes que ça, mais ils ont su les jouer. C'était vraiment de très fins joueurs. Ils ont su les jouer au bon moment, notamment avec les questions sur le dollar. Est-ce qu'elle a raison, Caroline, de conseiller aux Européens de se réveiller? Oui, je crois. Je crois que c'est absolument indispensable. Ils se réveillent d'ailleurs, mais enfin, il faut... Pas assez. Pas assez, il faut du temps, mais enfin, je crois que c'est absolument indispensable. Si on ne découvre pas dans nos milieux occidentaux le fait que c'est plus chez nous que tout se passe, que tout se décide, ça veut dire qu'on ne voit rien. Il faut donc aller voir ce qui se passe là où ça bouge. Oui, ouvrir les yeux, être lucide. Les Chinois devront apprendre à être moins arrogants, dites-vous, dans leurs négociations diplomatiques et plus mesurés dans leur approche des nouveaux marchés. Et vous dites, quant aux Occidentaux, il leur faudra réagir de manière moins belliqueuse en acceptant de laisser la Chine prendre sa place. Le monde a changé. Ils ont pris la grosse tête. Ils ont pris la grosse tête, exactement. On le voit dans tous les domaines, si vous voulez. Tous les industriels qui travaillent avec la Chine ont remarqué que le rapport des forces avait changé. Autrefois, c'était le petit frère qui disait au grand frère « venez nous aider ». Et aujourd'hui, c'est le petit frère qui est devenu grand. Eric, ils ont des raisons d'avoir pris la grosse tête. Vous vous rappelez vous-même, en 2010, deuxième puissance mondiale. La Chine sera numéro 1 dans 15 ans. Elle a multiplié ses exportations par 45 en 30 ans. Elle a des raisons. Et vous y énumérez un certain nombre de ses prouesses. Mais je suis admiratif, si vous voulez, devant la gestion macroéconomique du pays, la gestion sociale, la gestion des conflits. C'est extraordinaire, si vous voulez. Si vous regardez sur les 5, 10 ou 30 dernières années, je me rappelle, on me disait tout le temps « Oh, mais ça va exploser. Regardez, à Taïwan, il va y avoir la guerre avec Taïwan. Il va y avoir Hong Kong, mais ça va être une catastrophe. » Regardez, ils ont absorbé Hong Kong. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Hong Kong est resté cette petite presqu'île libérale qui joue un rôle de laboratoire. Enfin, c'est resté. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin dans la sinisation, ça reste pour eux. C'est d'ailleurs de là qu'ils veulent faire l'internationalisation du yuan. Les réserves de change, vous le rappelez, sont inouïes. Ils ont 3 000 milliards de dollars. Enfin, c'est inouï. C'est une force et une faiblesse. C'est une force et une faiblesse, évidemment. Ils sont les banquiers du monde, mais d'un monde qui est en faillite, donc c'est pas obligatoirement. Et quand on dit 3 000 milliards de dollars, vous vous rappelez qu'il y a 10 ans, c'était
c'était 100 C'était milliards. 100 milliards, c'est ça. Mais si vous voulez, en même temps, c'est le signe de leur force et de leur faiblesse. On va voir les oui, faiblesses. Mais pour le moment, est-ce que je dis une bêtise? Ils financent, ils tiennent les États-Unis. Ils achètent une partie de la Grèce, le port du Pirée. De la Grèce, ils sont au Portugal, ils sont absolument. où on a besoin d'eux. Aujourd'hui, c'est eux qui ont une épargne considérable. Et évidemment, ça leur donne une position de force. C'est eux qui posent leurs conditions, qui achètent, qui financent les déficits de nos pays. C'est vrai qu'en même temps, comme on le dit, c'est une faiblesse. Parce que est-ce qu'ils seront remboursés? Dans quelles conditions? Est-ce que ça leur rapporte? Et très fondamentalement, si vous voulez, je pense que c'est pas normal qu'un pays aussi pauvre, parce qu'en dépit de tout ce qu'on dit, c'est la deuxième puissance économique, mais c'est un pays qui reste très pauvre. Le niveau de vie est de 10 à 12 fois inférieur. Il y a 1,3 milliard d'habitants. Il y en a peut-être combien? 5 à 600 millions. Oui, qui sont de la classe moyenne. Si on rapporte leur PIB au nombre de têtes, ils n'arrivent qu'au 99e rang mondial, d'après le FMI. Mais pourtant, on dit que c'est une puissance émergée, plus émergente, émergée. Oui, c'est un débat. Ils ont le paradoxe d'avoir les deux. Je suis pas d'accord. Mais en tout état de cause, c'est pas normal qu'un pays aussi pauvre, si vous voulez, ait des réserves et une épargne aussi massive. Quand un pays est pauvre, il faut qu'il se développe, il faut donc qu'il investisse et qu'il utilise son épargne à investir. Or là, ils accumulent. De mon point de vue, si vous voulez, c'est le signe d'une crainte de l'avenir. Ils se disent, il faut qu'on ait notre magot. Ce qu'on disait tout à l'heure. Non, l'arrogance est peut-être aussi remplie de tous leurs soucis, toutes leurs angoisses. Ils n'ont pas beaucoup de ressources minières, ou ils les exploitent encore peut-être pas assez, mais ils payent très cher des terres. Qu'est-ce que c'est cette fantastique attrait pour les terres rares? Pas seulement chez eux, mais à l'extérieur de chez eux. Il y a un problème agricole. C'est que le développement de l'urbanisation, le développement de l'industrie prend sur les terres. Et donc, pour alimenter leur population, ils ont besoin de terres. Et c'est vrai que, c'est ce que j'explique, qu'ils sont en train d'acheter des terres arables, des terres cultivables dans un grand nombre de pays, en Afrique ou ailleurs, pour y développer des exploitations agricoles d'une certaine manière. Mais si vous voulez, je crois que leur stratégie mondiale, c'est d'abord la sécurité énergétique. Leur première préoccupation, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup. Ils ont du pétrole, ils sont des gros producteurs de pétrole, mais ils n'en ont pas assez. Ils n'ont pas assez d'énergie, ils n'ont pas assez de matières premières. Donc, ils ont eu une stratégie avec c'est ce qui impressionne, une cohérence, une détermination, une vision à long terme, une stratégie dans le monde entier, en Afrique, en Amérique latine, partout. Ils se sont installés, ils ont voulu assurer leur sécurité énergétique. C'est la première chose. Et je dirais que maintenant, on est passé à une nouvelle phase. Non seulement la sécurité énergétique, mais ils pensent qu'il faut internationaliser leurs entreprises. Pour l'instant, je dirais que tous les étrangers ont pu investir en Chine, mais les Chinois n'ont pas beaucoup investi à l'étranger. C'est la phase dans laquelle nous sommes. Voilà. Et ils le font parfois avec brutalité, maladresse. Enfin, on voit qu'ils connaissent pas. Et en plus, leurs victoires technologiques sont hyper visibles. C'est stupéfiant. Stupéfiant. Oui, ce qu'ils font avec le TGV, Écoutez-moi, le ADS, donnez-moi des exemples. Le TGV, j'allais il y a 10 ans en Chine, et je me rappelle très très bien, comme journaliste, on disait, Pékin-Shanghai, est-ce que ce sera Alstom ou est-ce que ce sera Siemens, Alstom français ou Siemens l'allemand? La compétition était violente et tout, et alors les présidents, chefs d'État, tout le monde y allait pour soutenir son candidat. Aujourd'hui, vous y allez, mais forget it, on ne sait même plus qui est Alstom ou Siemens. Le TGV Pékin-Shanghai sera un TGV chinois qui sera fabriqué, qui sera construit. Ils fabriquent aujourd'hui des TGV. En fait, ils ont acquis, si vous voulez, la technologie, notamment par les Japonais. Ils l'ont améliorée un petit peu. Eh bien, c'est stupéfiant. Et aujourd'hui, les TGV qui vont être achetés par les Californiens, par l'Afrique du Sud, par les Polonais ou par d'autres, ça sera des TGV chinois parce qu'ils sont moins chers. Même le train qui conduit vers les hauteurs du Tibet, c'est un train fabriqué par les Chinois. Absolument, mais ça a été l'intelligence et la stratégie chinoise, c'est-à-dire de faire travailler quand même pendant des années les Occidentaux sur des projets pour finalement dire un jour que le train final serait chinois. Mais aujourd'hui, cela modifie totalement le paysage Chine. On se rend de Pékin à Tianjin, qui est donc le grand port proche de Pékin, qui est à 150 km, en 28 minutes. On va aller au mois de juin de Pékin à Shanghai en 4 heures. On se rend à Wuhan en 3 heures. Donc ça modifie complètement. Les hommes d'affaires vont maintenant pour la journée. Et même ce qui est très important, pour une des préoccupations du pouvoir, qui est une préoccupation importante, c'est le développement de l'intérieur du pays. Parce qu'il y a un profond déséquilibre. Pour l'instant, la partie la plus développée de la Chine, c'est la partie le long de la mer, à l'est. Et il y a des inégalités absolument spectaculaires, si vous voulez. Géographiques, quand vous allez dans l'intérieur. Et grâce justement au TGV, désormais, si vous voulez, vous allez à Chongqing ou dans le Sichuan ou ailleurs en 2-3 heures, alors qu'avant vous en mettiez 10. Et vous donnez aussi le conseil de ne pas leur laisser le milliard d'Africains.
Hein? Non, moi je suis tout à fait d'accord, je suis un grand admirateur de la Chine et puis j'aime beaucoup la Chine. Mais il y a le côté de l'ombre et le côté de la lumière. C'est vrai que l'épargne est très, très, très abondante, mais c'est une épargne forcée. C'est une épargne qui est obligatoire, qui est forcée. Les problèmes de la Chine elle-même, c'est-à-dire les problèmes, disons, d'aménagement de ce vaste territoire, ne sont pas encore résolus. Tous les grands programmes d'investissement, c'est essentiellement le long de la côte, un peu à l'intérieur, à partir de Wuhan, des zones très industrielles. Mais je veux dire, il y a une bonne partie du territoire qui est délaissée. Si on prend les choses sous un angle un peu différent, la justice, par exemple, oui, il y a des cabinets d'avocats à l'heure actuelle. Cabinets d'avocats qui sont faits pour se surveiller les uns les autres. Les juges sont les juges. Bon, c'est-à-dire... Vous voulez dire comme en France? Non, pas tout à fait, parce qu'on a beaucoup. Mais c'est un pays qui, à mon avis, je crois qu'il est assez intelligent pour s'en rendre compte, mais ça va être très difficile, va être obligé de se réorienter sur l'intérieur, et non pas d'abandonner l'extérieur, mais de traiter d'abord la prochaine ces problèmes. révolution, elle est à l'intérieur du pays. Absolument. Et Caroline, il y a une autre révolution qui va s'engager, la remise en cause de la politique de l'enfant unique qui avait été décidée par Deng Xiaoping en 1978. Les familles avaient 4-5 enfants, ensuite ça a été un enfant, et vous racontez que le planning familial affiche les dates des règles des femmes du quartier. Voilà. Alors ça s'est un petit peu affaibli ces derniers temps. Oui, parce qu'il y a en fait officiellement toujours un maintien de la politique d'enfant unique, mais en réalité il y a un vieillissement évidemment de la population chinoise, et aux environs de 2015-2020, on va arriver à une inversion, c'est-à-dire il y aura plus de personnes de plus de 45 ans. C'est le grand problème. Et ce qui va être vraiment une des grandes problématiques pour la suite. Donc sans renoncer officiellement à la politique d'enfant unique, parce qu'ils auraient très peur d'avoir à nouveau un baby-boom, il y a quand même un assouplissement qui se voit de plus en plus. La Chine n'a jamais ou presque jamais envoyé ses armées hors des frontières. Elle s'est protégée, la Grande Muraille, etc. etc. Est-ce qu'avec tous ces avantages technologiques, etc., elle reste une conquérante pacifique ou elle risque de s'intéresser militairement à d'autres pays voisins? Le discours officiel sur cette question est assez simple, non. La Chine n'aura pas d'armée pour s'attaquer, pour se développer. Elle n'a jamais eu de politique coloniale. Enfin, ça, c'est le langage officiel. Non, oui. Elle prendra, si je puis dire, elle mettra un pied là où elle a intérêt, par exemple dans les îles Spratly ou dans des zones de ce genre. Ça, c'est très important. Le Vietnam, elle surveille. Le Vietnam a une politique de réarmement ou d'armement, en tout cas très importante, parce qu'elle a peur. Le Vietnam a peur. Il a reçu une déculottée. Il a infligé une déculottée à la Chine il y a une quinzaine d'années. Mais la Chine, surtout, a une politique agressive, violente, quand elle prend possession de territoires qui sont beaucoup moins développés, pour prendre les terres, pour entrer dans les parcs nationaux, abattre les arbres, pour ravager les étangs et pêcher. C'est le cas, par exemple, au Congo-Brazzaville. Je me souviens d'un petit film qui s'appelait « Drapeau rouge en Afrique noire » et qui montrait à quel point cette politique violente d'accaparement est important. Donc je crois qu'il faut qu'elle apprenne, et ça c'est le côté arrogance. Très important ce que vous dites pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et nous allons vivre. Et vous avez bien montré que l'arrogance n'est que souvent le masque des multiples peurs de la Chine. Et tous les deux, vous donnez quelques indications sur les héritiers de Hu Jintao, puisque on sait que le régime les prépare longtemps avant. Et vous parlez de Xi Jinping, c'est ça? Et c'est extraordinaire parce que c'est vers l'année 2012, à un moment où les principaux dirigeants à Paris, à Berlin, à Washington, très électorale, voilà, si on peut dire, pour échanger ou pour succéder à eux-mêmes. Alors qui est ce Xi Jinping? Alors Xi Jinping, c'est en fait ce qu'on appelle en Chine un fils de prince. C'est-à-dire en fait un homme qui fait partie de l'aristocratie du régime, si on peut dire, puisque son père était un soldat de la Révolution. Les aristocrates du régime ont souvent fini en prison parce que c'était des corrompus, des corrupteurs et des voleurs. Celui-là, apparemment non. Celui-là, je pense que ce serait intéressant de poser la question à Jérôme Monod, parce qu'il s'est quand même beaucoup occupé des hommes d'affaires lorsqu'il a été brièvement maire de Shanghai. Et de ce que l'on m'en a dit, il avait plutôt une bonne réputation d'ouverture sur le monde des affaires. Oui, c'est vrai. Mais Shanghai a été fournisseur d'hommes d'État remarquables, et pas toujours honnêtes, mais le plus souvent qui s'occupaient de bien gérer. Ils ont été honnêtes, ils ont été éliminés. Oui, et avec les chefs d'entreprise, ça se passait très bien.
Oui, ce qu'il y a, c'est que le paradoxe, enfin c'est pas un paradoxe, on connaît finalement assez peu de choses sur les convictions, sur les idées, sur les thèses de la nouvelle équipe qui va venir. Hein. On connaît leurs noms, on connaît leur parcours, mais finalement on ne sait pas quelles sont leurs idées, parce qu'évidemment pour monter dans l'appareil, ils ont dû monter masqués. Donc, alors il semble que Xi Jinping parle plus cash, comme diraient les hommes d'affaires, c'est-à-dire plus direct. Hein. Il est très direct dans son langage. Il a eu parfois des maladresses, semble-t-il. Mais est-ce qu'il est assuré d'y arriver, ou en cours de route, on peut encore lui faire la peau? Il est bien parti, je pense. Politiquement. Il y a toujours une incertitude sur la Chine, donc il y a toujours eu des grandes surprises dans ce pays. Alors on sait que sa femme est chanteuse de l'Armée Rouge, je crois. Absolument. Mais parce que bon, jusqu'à présent, on a quand même parlé de tout ce qui allait très bien, mais il y a quand même beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui sur la Chine et beaucoup de zones d'incertitude, particulièrement qui se sont cristallisées au fil des années. Mais en 2010, on a vu quand même cette émergence de problématiques apparaître, qui sont à la fois des problèmes du quotidien. Par exemple, une plainte de plus en plus forte des citadins pour pouvoir accéder à leur logement, parce qu'il y a eu un envol des prix de l'immobilier absolument stupéfiante. Également des revendications salariales qui sont apparues, qui ont entraîné une hausse des salaires de 20 à 30% au cours de l'année 2010. C'est ce que disait tout à l'heure Jérôme Monod. Maintenant, la révolution, elle doit se faire à l'intérieur, non plus avec la pensée de Mao Tse-tung, mais vous qui vivez avec la pensée de Confucius. C'est-à-dire plus l'équilibre. La pensée de Confucius, c'est effectivement la route qu'aimerait prendre le régime. Je ne suis pas totalement convaincue que la nouvelle génération chinoise soit complètement séduite par la pensée de Confucius. Pas Marx? Non, sans doute pas Marx. Sans doute pas Marx. Mais je crois que justement aujourd'hui, il y a une véritable recherche. Les auteurs américains, les auteurs français. Il y a une véritable recherche aujourd'hui. Est-ce qu'on a raison, Jérôme Monod, de parler autant de la Chine? Nous, par exemple, et aujourd'hui dans nos sociétés, et est-ce qu'on devrait le faire en Europe et en France, à travers les livres comme ceux Bien entendu, il faut le faire de façon mesurée, de façon intelligente. Il faut le faire, à mon avis, sans angoisse, mais il faut le faire les yeux ouverts, c'est-à-dire voir un peu la magnitude des problèmes qui se posent. Et ça a un impact direct sur, d'une part, nos propres vies, la croissance, l'emploi. Sur l'Europe, d'abord, sur l'Europe, sur la situation monétaire, sur les problèmes économiques, la gouvernance économique. Alors, je vous ai promis tout à l'heure un document, c'est Nelson Mandela. Il a bien mérité de la gloire universelle, pas seulement pour ses 27 années de détention et de torture physique et morale. Mandela reste un exemple de résistance et de lutte pacifique contre les dictatures. Un modèle, me semble-t-il, qui peut servir dans de temps de révolution et de remise en cause pour éviter les guerres civiles ou ethniques, les règlements de compte d'après changement ou évolution des régimes. Mandela reste le personnage phare du début du XXIe siècle. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, chez lui à Johannesburg, tout de suite après sa libération, pour Europe 1, et puis près de Paris, à la Selle Saint-Cloud. C'était 16 mois après sa libération, à un moment capital pour l'Afrique du Sud, son évolution et pour toute l'Afrique. Le choix était alors simple et terriblement dangereux. La réconciliation par la négociation ou la guerre civile dans un pays qui était encore dominé par les Blancs. J'ai demandé à Mandela, tant de crimes avaient été commis au nom de l'apartheid, est-ce qu'elle allait bientôt disparaître et comment? Nelson Mandela. Well, there is no doubt. Incontestablement, l'apartheid est en train de disparaître. Les peuples de l'Afrique du Sud eux-mêmes ont déjà détruit l'apartheid. Toute la politique et la démarche même de la communauté blanche devra évoluer, changer. Néanmoins, disons que les mesures prises par de Klerk sont excellentes. Eh bien, la lutte contre l'apartheid a été conduite par les masses d'Afrique du Sud. Et ce, bien avant l'intervention de la communauté internationale. Cependant, nous nous sommes félicités de voir cette intervention se produire au niveau de la communauté internationale. Et cette intervention a joué un rôle très important dans la modification de l'attitude du gouvernement. Mais nous devons toujours penser au processus. Et c'est un processus qui était nécessaire afin que l'on puisse progresser dans cette lutte contre l'apartheid. M. de Klerk représente une politique donnée
d'un parti politique donné. Et ce parti politique, le Parti national, a été responsable des politiques les plus brutales dans l'histoire même du pays. Et c'est cette politique contre laquelle nous luttons. Et c'est cette politique que nous voulons détruire. Bien, notre objectif principal, c'est de transformer l'Afrique du Sud en un pays démocratique, où tous les Sud-Africains pourront voter et avoir la possibilité de déterminer leur propre avenir, et où il n'y aura pas de discrimination sur la base de la couleur. Il y a un certain nombre de Blancs à l'intérieur de l'Afrique du Sud et à l'extérieur qui s'interrogent et qui ont peut-être besoin d'une certaine façon d'être rassurés, même s'ils ont été peut-être trop intolérants autrefois. Qu'est-ce que vous leur dites? Les Blancs, à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur de l'Afrique du Sud, n'ont aucune raison d'avoir peur d'une Afrique du Sud démocratique. Parce que, dès 1955, lorsque nous avons publié notre document, notre charte de base, nous avions clairement indiqué que nous luttions pour une Afrique du Sud où les droits de tous les individus seraient garantis, et ce, dans une constitution qui serait appliquée par un pouvoir judiciaire indépendant. Donc nous pensons que personne, aucun blanc, en Afrique du Sud ou à l'extérieur, n'a aucune raison donc de craindre une Afrique du Sud démocratique telle que nous voulons la créer. Trop de gens dans votre pays sont armés. Comment les désarmerez-vous? Et est-ce qu'il faut les désarmer? Vite, vite, parce qu'il y a des violences. Le gouvernement, je crois que c'est la tâche du gouvernement de veiller à l'application de la loi et de l'ordre, et donc d'interdire le port en public de toute arme pouvant porter la mort. Il ne s'agit pas d'une question à discuter en l'occurrence. Si il y a des groupes d'individus qui utilisent des armes dangereuses et qui tuent des civils innocents, il est du devoir du gouvernement de les désarmer. Est-ce que vous croyez que l'Afrique du Sud, nouvelle que vous voulez constituer, aura des devoirs à l'égard du continent africain? Est-ce qu'elle devra l'aider? Quels que soient les problèmes qui se posent à l'Afrique, une partie d'entre eux sont en fait dus aux maux du colonialisme. C'est le passé colonial Mais si vous permettez, M. Mandela, qui ont conduit aux problèmes que connaît l'Afrique aujourd'hui. Et donc il faut examiner ces problèmes sous cet angle-là. M. Mandela, vous êtes un homme optimiste après ce que vous avez vécu. On l'a rappelé, 27 années de prison. Vous gardez une forme d'optimisme. Est-ce qu'il y a un message de Mandela? Et pas seulement pour votre pays. Autant qu'il y aura des hommes et des femmes qui seront prêts à éveiller chez les autres ces qualités qui contribueront à trouver une solution aux problèmes du monde, nous devrons toujours rester optimistes. Et je pense qu'il y a suffisamment d'hommes et de femmes dans tout le monde, dans le monde entier, qui sont prêts à servir la société en luttant contre l'injustice. L'Afrique du Sud, comme tout autre pays, voudrait participer aux affaires de ce monde. Car en Afrique du Sud, il y a des hommes et des femmes qui ont certainement une vision et un courage extraordinaire et qui voudraient apporter leur pierre à l'édifice qui est le développement du monde et le progrès de l'humanité. Il y aura, après vous, après Mandela, des héritiers avec l'esprit Mandela, c'est ça? Ça, je crois que c'est à la communauté des Sud-Africains d'en décider, pas à moi. Qu'est-ce qui vous ferait sourire, M. Mandela? Eh bien, je crois que mon sourire
est toujours provoqué par quelque chose de flatteur et d'agréable. J'en ai eu beaucoup ici. Voilà, c'était Nelson Mandela il y a une vingtaine d'années. Il était en France, il venait de sortir de prison et l'Afrique du Sud n'avait pas trouvé encore son système. C'est peut-être une leçon ou un message pour certains pays qui passent, comme on est en train de le voir en ce moment, d'une situation à une autre et qui cherchent leur voie vers la démocratie. Oui, moi je crois que c'est un message qui rejoint le message qu'on peut exprimer à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la croissance et le progrès doivent répondre à certaines constantes et qui sont, par exemple, la justice pour le peuple. C'est-à-dire autre chose que des chiffres. Mais la deuxième chose qu'on peut dire en écoutant Mandela, c'est que finalement, les révolutions ou les grands changements viennent toujours par des hommes et des individus. Et parfois, ce sont les situations qui font émerger les hommes, que ce soit Absolument. Churchill, Gandhi, De Gaulle et d'autres. Oui, ce qui se passe en Chine n'a évidemment rien à voir avec ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui, ni avec ce qui s'est passé il y a 20 ans en Afrique du Sud. Néanmoins, il y a un problème de fond que le cas chinois pose, c'est on avait cru que économie de marché et démocratie étaient indissociables. C'est-à-dire que quand on avait la liberté économique, on devait avoir la liberté politique et réciproquement qu'il y avait, un lien indissociable. Et c'est une thèse très forte que nous avons dans le monde occidental. C'était la fin de l'histoire, c'était tout ça. Donc économie de marché et démocratie sont indissociables. Et bien avec la Chine, on a la démonstration, d'une certaine manière, qu'il peut y avoir une économie de marché sans démocratie. Et je pense que le problème que pose la Chine aujourd'hui, l'interrogation qu'on peut avoir, c'est est-ce que c'est durable? Est-ce que la Chine va être conduite d'une manière ou d'une autre à des formes de démocratisation qui seront peut-être pas les nôtres, mais j'en sais rien moi. Mais est-ce qu'ils vont eux aussi connaître ce même mouvement? Parce que en Chine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les jeunes, ils surfent sur Internet en permanence, et même s'il y a de la censure, ils finissent par y échapper. Les jeunes, ils vont faire leurs études. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de jeunes Chinois qui font leurs études sur nos campus occidentaux, qui voient ce que c'est que la liberté d'expression, la liberté d'association, la défense de ses intérêts personnels, etc. Donc est-ce que tous ces gens-là, qui en plus sont mieux éduqués, qui en plus sont plus riches, est-ce que finalement ils vont continuer à se satisfaire d'un système politique autoritaire, centralisé, non démocratique? La réponse de Caroline qui vit en Chine. Non, entièrement d'accord. Ça va être la grande problématique pour la Chine des prochaines années. Et il y a eu donc tout au long de l'année 2010 déjà des débuts de tentatives d'ouverture de la part du Premier ministre chinois qui a lancé donc ce débat sur la réforme politique. On va voir dans quelle mesure ce qui se passe aujourd'hui en Égypte peut-être donner de nouveaux arguments au camp des réformateurs chinois. Mais je dirais qu'au-delà du cas purement chinois, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est quand même considérable, puisqu'on a une modification complète du système international qui est né de cette mondialisation, de cette accélération d'histoire dont on parlait, et qu'on voit avec ce qui se passe au Proche-Orient qu'il y a des problématiques de fond liées au développement qui ne sont pas résolues. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut être un tout petit peu visionnaire et nous aussi essayer peut-être d'apporter notre contribution, il faut peut-être réfléchir à ce que l'on peut faire ensemble pour poursuivre d'une manière intéressante cette mondialisation. Et quand je vois Nelson Mandela, je me dis évidemment c'est l'Afrique. Évidemment, il faudrait que nous unissions nos forces, profitant des capacités qu'ont les Chinois pour développer rapidement les choses, des idées que nous pouvons avoir de notre côté pour ensemble faire accélérer ce développement africain qui devient indispensable. Merci à vous tous. L'équipe de Bibliothèque Médicis, Philippe Lallemand, Anne-Marie Moreau, Anna Markovic, Céline Mevelec et Oriane Jancourt, toute cette équipe est impressionnée par votre présentation de petits pays, le Bhoutan, mais en même temps ce que vous avez dit de la Chine, ou de pays continents, la Chine, qui vont dominer notre époque, avec lesquels il faut vivre, certes en compétition, mais probablement aussi en harmonie. Et puis d'un symbole comme Nelson Mandela aide à passer le cap des temps difficiles. Merci à vous tous et à bientôt.